est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que, quand même, j'ai fait mon boulet, mais est-ce que là, est-ce que ça y est? Dites-moi si c'est ça. Magnifique. Mais oui. Oh, et je fais genre, oui, je fais une saison 2, voilà, ça va être nouveau et tout, mais en fait, j'ai toujours le même boulet. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ben voilà. Bon, je suis allée dans mes petits paramètres à l'ancienne et tout, sans paniquer, sans sueur et tout, donc non, gentiment méchant, ça va. Et Charonix, c'est Charonix? Charonix, parce que moi j'étais restée sur Charonix, mais si ça se trouve, tu es la même personne. Oui, d'accord, ok. Et ben c'est sympa de vous revoir. Alors effectivement, il y a eu pas mal de repos. Alors j'avoue, ouais, ben oui, au lieu de... Mais est-ce que j'imagine que tu n'as pas perdu ton humour et que tu as toujours des petites blagues à nous balancer comme ça dans le stream. En tout cas, je m'en souviens très bien. Oui, alors qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que vous avez passé un bon été déjà. Est-ce qu'il y en a qui sont encore en vacances ou pas? Moi, c'est bientôt la reprise, même si je n'ai pas chômé durant l'été, je n'ai pas streamé, mais j'ai fait énormément de choses. J'ai voulu essayer d'investir un peu dans du bon matériel, mais il y a eu plein de galères, donc c'était difficile. Donc on est quand même encore sur de l'impro, et en plus je suis toujours boulet, donc ça ne va pas changer. Il y en a 5 qui sont partis d'émission au fin du CDD. Ok. Bon, bah, ça doit pas être super ambiant, j'imagine, mais il me semblait que tu avais tes vacances là maintenant, je crois. Hein, il me semblait un peu début septembre, si je me souviens bien. 11 personnes qui ont démissionné. C'est pas de très bon signe en général, hein, quand c'est comme ça. Mais voilà. Et les autres, voilà, j'espère que vous êtes posés et puis prêts pour la rentrée. Ah non, début août, bon. Bah, on est tous dans la même situation alors. C'est pas grave, on va pas déprimer. Hein. Donc rapidement, oui, Culture J, c'est quoi? Une émission dédiée à la culture, l'actualité culturelle. On fait une revue de presse, des journaux, des revues. Je vous sélectionne quelques articles qui me paraissent intéressants. On fait un tour d'une revue adolescente, en général, mais qui plaît aussi et qui peut tout à fait convenir aux plus grands. Et puis après, je vous prodigue un conseil culturel qui est très vaste, plein de thèmes différents. Je commence la semaine prochaine. Ok. Bon courage. Et puis oui, alors cette année, les horaires vont changer. Ben oui, parce que mon conjoint va travailler loin, donc on aura beaucoup moins de temps aussi. Mais, je serai quand même là le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, de sûr, à partir de 18h15. Parfois, je ferai des petits bonus le week-end. Et surtout, si tout va bien, je vais créer une chaîne YouTube en parallèle. Vous savez qu'avec mes talents, ça va être compliqué, mais j'essaierai de bricoler un truc qui soit quand même sympa, avec les streams, oui, mais aussi des petites actus culturelles et des avis que je vous donnerai sous forme de vidéos plutôt sympas. Là encore, ça risque d'être plus compliqué que prévu, mais bref, hein, je vous tiendrai au courant. Que dit du riz sauté grec? Donc toi que... D'accord. Bon, ma chère Monique, c'est toujours voilà, toujours la blague qui fuse, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, juste vite fait la présentation. Juliane, c'est mon prénom, voilà, d'où le nom, c'est Juliane. Et puis quoi, je suis quoi? Je suis prof doc, professeur documentaliste, professeur éducation média, l'information au sens très large, et doc, c'est le côté bibliothèque de la chose, bibliothéconomie, bibliothécaire. Alors non, on ne fait plus chute comme ça et on ne crie plus trop sur les élèves pour qu'ils ne bougent pas, mais au contraire, on fait tellement d'autres choses, l'ouverture culturelle, voilà, on fait de l'ouverture culturelle, on fait aussi de la gestion, mais plein d'autres choses aussi. Coucou dans l'ombre, je bosse. Ah, c'est chouette de m'écouter en même temps que tu travailles, ça me fait plaisir. En plus, je revois tous les anciens, donc franchement, merci d'être encore là. Parce que oui, j'ai fait une grande pause, mais nécessaire. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis aussi nécessaire parce que là, on était sur des grosses galères, quoi. En juillet, des galères de maison, tout ça. Rien de bien grave, mais bref. Et petit programme du jour que je vais vous présenter. Je vais essayer de faire court parce qu'avec mon entrée en scène ratée, comme d'hab, j'ai quand même perdu pas mal de temps. Des galères romaines. Des galères, quoi. Des galères de maison, des galères au chocolat. Ah, j'aurais préféré des galères au chocolat, non, des galères de canalisation qui pètent, d'eau chaude qu'on n'a plus, des gars qui s'acharnent sur notre chaudière sans rien trouver, du toit qui tombe en lambeaux, enfin bref, toutes ces choses-là qui font que l'investissement dans le matériel, ça sera pour plus tard. Programme du jour, de quoi va-t-on parler? On va faire le tour de certaines revues et certains journaux.
On va parler, bah oui, de l'Afghanistan parce que, ok, j'étais déconnectée de l'actu pas mal de semaines, mais ça, on n'a pas pu louper ce qui se passe en Afghanistan, c'est quand même dramatique. Voilà, vous le savez, après plusieurs années, les talibans, ce groupe extrémiste, voilà, ils sont de retour au pouvoir. Et bien sûr, tous les journaux en parlent, c'est normal, parce que c'est quand même quelque chose de dramatique qui se passe à l'autre bout du monde. Mais moi, je vous ai sélectionné aussi deux articles qui vont parler du patrimoine culturel en danger, hein, parce qu'on sait que extrémisme et patrimoine culturel en général, c'est pas terrible, et puis aussi de la situation des femmes, il faut quand même en parler. Et pour ça, j'ai sélectionné deux articles, un du Monde et un de Elle. Elle, le magazine, oui, le magazine féminin qui prend une nouvelle direction un peu plus actu et qui est franchement pas mal. Bon, voilà, on commence comme ça dans l'actu. Ensuite, je vais vous parler de quoi? Ben ouais, de la culture qui se remobilise parce que là, c'est la rentrée pour tous, mais on le sait, c'est un contexte un peu compliqué, hein, avec ce fameux pass sanitaire. Et tout le monde doit se réorganiser. Et tout au long de la semaine, on va faire quelques petits topos sur le monde de la musique, le spectacle vivant, voilà, le théâtre, le cinéma. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux bibliothèques qui galèrent quand même à faire revenir les lecteurs dans ce contexte un peu particulier. Ça, c'est un article de La Croix qui nous explique ce qui se passe et c'est pas terrible. On va parler aussi de Charlie Watts, mais moi j'adore les Rolling Stones. Vous n'avez pas pu louper l'info, voilà, Charlie Watts est décédé, un membre indispensable mais discret des Rolling Stones. Il est décédé il y a quelques temps et on en a parlé beaucoup aussi dans les revues. Je vous ai sélectionné un article de Libération qui est vraiment très très bien écrit, assez touchant. Donc je voulais vous en parler ce soir. Et puis après, dans la revue de presse, on parlera aussi des années folles. Mais ouais, les années folles, c'est l'année 1920. Partout dans le monde, la culture, elle était à son paroxysme. C'était les grandes révolutions, même si après on a largement reculé. Il s'est passé des tas de choses et ça fera une transition avec mon stream de demain puisque je parlerai de Joséphine Baker qui est quand même l'icône des années folles. Mais en tout cas, c'est l'Express qui nous emmène, qui nous entraîne dans cette période très particulière et que j'aime tout particulièrement. On fera un tour dans le monde des ados, le nouveau numéro, c'est plutôt sympa comme chaque fois. Et en conseil culturel, ben oui, puisque je vous en parle ce soir, je vous conseillerai des romans, mais aussi des bandes dessinées sur le thème de l'Afghanistan pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est un retour en arrière et beaucoup de documents en parlent, et je vous en ai sélectionné qui sont tout à fait pertinents, accessibles et parfois carrément voilà, émouvants, choquants, tout ce que vous voulez. Ben voilà, on part dans l'actu culturel et on part. Ouais, on part dans l'actu culturel. Alors, ça va pas être très funky au départ, mais c'est nécessaire d'en parler ici, dans cette émission culturelle. A tout de suite, je prépare mes notes et je suis à vous. On va parler en premier lieu de l'Afghanistan. Ben oui, vous savez que vous en avez certainement entendu parler, je pense que c'est sûr. Ce qui se passe actuellement en Afghanistan, c'est assez dramatique. Pourquoi? Puisque les talibans, donc ce sont ces fondamentalistes religieux, ont repris le pouvoir de Kaboul, mais en tout cas du pays entier, quasi entier. Et en cela, c'est comme un grand retour en arrière. Alors, si on devait faire un petit topo de l'histoire de l'Afghanistan, je pense que c'est nécessaire. Je me suis aidée de Wikipédia parce que je vous avouerai qu'au niveau des dates, c'est très compliqué. Mais en gros, et notamment pour ceux qui voudraient quand même connaître un peu le contexte historique du pays, il s'est passé plusieurs choses. Voilà, surtout aussi, voilà, c'était en 79, pendant à peu près 10 ans, hein, il y avait les troupes soviétiques qui ont été en Afghanistan. Donc là, on le sait, on sait un petit peu ce que ça donnait. Après, il y avait une guerre civile et après, les talibans sont arrivés au pouvoir. Ils y sont restés un bon moment, jusque dans les années 2000. Et puis, là, c'est le retour des talibans au pouvoir. Je ne savais plus quand tu allais revenir, mais oui, mais en plus, mais je suis obligée de faire une petite parenthèse, mais comme une cruche et une apprentie streameuse que je serai toujours, je pense,
J'ai trouvé l'option calendrier sur ma chaîne Twitch. Donc maintenant, je peux dire quand je stream ou pas. Parce qu'avant, je ne savais pas. Mais voilà, c'est tout à fait moi. C'est un peu improvisé, bricolé. Je suis complètement à la masse. Mais effectivement, j'aurais dû peut-être prévenir un peu avant. Si vous n'avez pas Twitter, vous ne pouvez pas savoir. Donc, je vous ai laissé un petit peu dans l'expectative comme ça. C'était pas terrible. Mais bref, excuse-moi, Charonix. Mais j'ai envie de dire Charonix à chaque fois. Donc, je vais essayer de refaire le pseudo différemment. Oui, voilà pour le contexte historique. Et moi, je voulais vous partager 2 articles. Déjà, un article qui va parler du patrimoine culturel afghan. Parce qu'on le sait, en fait, extrémisme et patrimoine culturel, ça fait pas bon ménage. Hein, ça, c'est moins qu'on puisse dire, puisque y a eu des choses qui se sont passées. Notamment en 2001. Mais aussi à partir de 2014, puisque là, il y a vraiment une destruction en chaîne qui s'est organisée dans plusieurs pays sur des sites religieux, par exemple. Il y a des sanctuaires qui ont été détruits, des églises aussi, et puis aussi des sites archéologiques et antiques. Hein. On se souvient peut-être du site de Palmyre en Syrie qui a été... du site antique qui a été complètement détruit, sachant qu'en fait les talibans ont même une unité spéciale consacrée à la destruction du patrimoine culturel. Voilà, on le sait, c'est assez dramatique ce qui se passe, et le monde s'interroge sur l'avenir de ce patrimoine culturel afghan. Donc on va aller voir cet article assez rapidement, mais il est néanmoins intéressant parce qu'il nous offre un point de vue qui est peut-être un peu différent de celui qu'on a en boucle sur les chaînes d'infos. Voilà l'article du Monde, tout va bien, ça fonctionne. Ah là là, après les galères du début, là, je me dis, j'espère que mon stream va tenir sans qu'il y ait trop de petits couacs, mais tout devrait aller se passer à peu près bien. Voilà, crainte pour le patrimoine culturel, c'est un article qui date du vendredi 27 août. Et on peut le dire, voilà, des décennies de conflits, ça c'est le Monde qui nous le rappelle, hein, voilà, des décennies de conflits. Ont occulté l'immense richesse du patrimoine afghan, parce que c'est une immense richesse, hein, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que justement ce patrimoine il est témoin du brassage des civilisations et des croyances depuis 5000 ans, donc il y a vraiment des vestiges qui viennent de partout et qui sont inspirés de beaucoup de peuples et d'époques différentes. Alors c'est un patrimoine matériel, donc physique, hein, et aussi immatériel, et ça j'avais appris, voilà, ça fait partie aussi de la culture, hein. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le ribab, c'est un luth qui est utilisé, qui accompagne les poèmes chantés, et il y a aussi un patrimoine immatériel. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, les talibans reviennent au pouvoir, et donc forcément, on craint pour ce patrimoine culturel. Et alors, l'article du Monde nous dit, bon, a priori, ils vont peut-être préserver ce patrimoine. J'ai envie de dire, peut-être que ça va peut-être pas se passer comme ça. Pourquoi ? Parce que les premières mesures qu'ils ont prises peuvent le laisser croire. En effet, les nouveaux maîtres du pays ont d'ores et déjà fermé le musée national de Kaboul afin de le protéger des pillages. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Quel est ce patrimoine culturel ? 5000 ans d'histoire, 5000 sites archéologiques. Je sais pas, c'est vraiment énorme. C'est assez phénoménal comme chiffre. Ils ont été identifiés, certains fouillés, notamment par des délégations françaises. Il y en a plusieurs, des trésors mis au jour. Hein. Par exemple, la Hindu, alors je suis désolée pour la prononciation, hein, c'est un peu compliqué, l'Hindu Kuch. Ça c'est ça se situe c'est au nord-est de Kaboul, l'actuelle capitale. Et en fait, c'est l'une des cités qui est des dizaines de villes fondées par Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère, donc, et qui contient des trésors, voilà, des objets en fer, ivoire, qui viennent d'Égypte et de Syrie, donc c'est absolument incroyable. On a aussi ce qu'on appelle la Bactre antique, j'espère que je prononce bien, hein, détruite par Gengis Khan, j'espère que je prononce bien aussi, et qui a été détruite aussi en partie, et ça c'est pas mal aussi, faut le savoir, voilà, c'est là où Alexandre rencontra la belle Roxane qu'il épousa sur place, voilà, et c'est immense, et forcément ça fait partie de ce patrimoine culturel. Il y en a d'autres aussi, on pourra en citer plein, il y a des minarets aussi, et c'est vrai que l'Afghanistan est très prisé pour toutes ses richesses minières. Alors il y a l'or, l'émeraude, des terres rares, du cuivre. Forcément, les conflits qui se jouent, ce ne sont pas que des conflits religieux, hein. Il y a aussi des conflits, voilà, de richesses, de ressources. Tout ça, c'est aussi parce qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Il faut le savoir, en tout cas l'Afghanistan, voilà, jouit de cette richesse absolument incroyable, et aussi au niveau des minerais. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, le 27 juillet, il y a un accord qui a été conclu
pour que le mobilier archéologique encore en place soit évacué de certains sites, par exemple. Mais comme on sait qu'il y a eu des épisodes passés absolument abominables, hein, comme les Bouddhas qui ont été détruits, ça c'était en 2001 je crois, par les talibans à la dynamite. Voilà, on peut avoir qu'une vision un peu pessimiste de ce qu'il peut y avoir. Donc, à voir. Voilà pour ce patrimoine culturel qui est un petit peu en danger, mais c'est bien d'avoir cet esprit critique là-dessus. On a un petit peu moins conscience de ça, mais c'est important de le savoir. Autre article que j'ai sélectionné pour vous, alors c'est dans le Elle Magazine. Alors oui, Elle Magazine, c'est un magazine féminin. A priori, on a ce cliché du magazine un peu mode, des articles un petit peu psycho, tout ça. Il faut savoir que Elle prend une nouvelle direction. Alors c'est le groupe Lagardère. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un lectorat plus jeune peut-être. Ça, j'ai lu un article, je crois que c'était dans l'Express, ils en parlaient, ou dans le Challenge, je crois, de cette nouvelle direction, un peu plus jeune, un peu plus actu. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et l'article que j'ai sélectionné pour vous, il est tout à fait intéressant. C'est de l'actu grand public, on va dire, mais c'est tout à fait facile à comprendre. Il est où si je l'ai bien sélectionné. Alors attention, parce que tout est en désordre. Voilà, il est là. Qui est centré, sur ces femmes afghanes, parce que la situation des femmes, voilà, c'est pas terrible. Les femmes sont en première ligne et se préparent au pire, chronique d'une tragédie annoncée. Oui, ouais. Et c'est un retour en arrière parce que ça l'a été. Après, une fois que les talibans n'ont plus été au pouvoir, les femmes ont pu reprendre, par exemple, les cours à l'université, avoir une vie autre. Et maintenant, c'est un retour en arrière. Et surtout, la menace qui est brandie au-dessus d'elle, c'est quand même un petit peu compliqué. Un exemple qui est donné dans cet article c'est pas le dernier numéro, c'est l'avant-dernier numéro de Elle. C'est l'exemple de ces publicités où on voit des femmes comme en Occident, voilà, c'est pour des pubs c'était mariage, je crois, mais aussi du maquillage, enfin qu'importe, qui sont maintenant recouvertes de peinture, ces affiches-là. Pourquoi? Parce que cette image de la femme n'a plus lieu d'être avec les talibans. Voilà, c'était l'exemple-là d'un visage d'une jeune mariée qui l'a effacé par la peinture. Mieux vaut ne pas risquer de froisser les talibans alors qu'ils viennent de s'emparer de la capitale, nous dit l'article. Voilà, je ne sais pas si vraiment la tournure elle est bien choisie. En tout cas, c'est sûr que les femmes vont devoir, je ne sais pas comment elles vont faire, mais l'article n'est pas très optimiste, je vous l'avouerai. Voilà, les talibans ont hissé leur drapeau blanc au cœur des villes afghanes, tombées les unes après les autres jusqu'à faire main basse sur ce pays de 38 millions d'âmes. Alors il y en a qui ont tenté de s'échapper en quête d'un visa, on l'a tous vu, on a vu ces images dans l'avion par exemple, les attentats aussi après. Reste une capitale triste et mutique en suspension face au drame qui se joue dans ces rues poussiéreuses. Peut-on donner de la voix quand on se sait menacé? J'ai envie de dire qu'on a déjà la réponse. Voilà. Et quand les démocraties occidentales s'y enclinent à professer leurs valeurs, liberté, droit des femmes et des hommes, plient bagage, comment faire? 20 ans après avoir été évincés du pouvoir par l'armée américaine, les talibans ont repris le pays et c'est un petit peu compliqué. Alors on a des exemples de plusieurs femmes, ce sont des beaux portraits de femmes, notamment Smita qui a 27 ans, qui a fui. On a un encart ici avec, comme je vous disais, ces images qui sont effacées au fur et à mesure. Smita, elle a 27 ans et c'est une mère de famille de 5 enfants et elle a dû fuir dans une pension qui est au centre-ville de Kaboul avec ses enfants. Elle a une fille qui a 13 ans qui était à l'école et qui a dû quitter les bancs de sa classe. Pourquoi? Parce que les écoles où étudient les jeunes filles afghanes ont été fermées et dans les rues toute trace d'existence féminine a été gommée et c'est le retour des burqas, vous savez, c'est le hijab qui cache non seulement les cheveux mais aussi le visage et les yeux, c'est le retour. Alors son mari, Asmita, a fui comme beaucoup, ils sont militaires, alors après ils essayent de reprendre contact mais c'est pas facile. C'est un peu compliqué, donc il y en a beaucoup qui sont en pension. Et elle prenait, alors il y a aussi Rachida, elle prenait des cours à l'université parce qu'il faut savoir que les femmes se sont vraiment émancipées durant ces 20 années durant lesquelles les talibans n'étaient pas au pouvoir et beaucoup ont repris les cours. Malheureusement c'est encore un retour en arrière.
Ce qui attend les femmes, bah, c'est pas réjouissant et c'est assez dramatique. Il faut le savoir, voilà, entre 96 et 2001, ouais, à l'époque, les femmes avaient interdiction de sortir de leur maison. Sans un chaperon masculin. Elle n'avait pas le droit non plus de travailler, c'est ce qui va se reproduire là. Interdiction aussi de circuler sans être dissimulée sous une burqa, pardon, ce tissu devenu le symbole en Occident. Celle qui était accusée d'adultère, considérée par l'établissement comme un crime, était fouettée et lapidée. Et voilà, toute forme de divertissement était proscrite, donc la musique interdite, les cinémas étaient fermés, les télévisions pendues aux lampadaires. On le sait, hein, dans les régimes totalitaires, la culture, ça fait peur. Donc elle est annihilée, elle est détruite, elle est censurée. Mais dans tous les régimes totalitaires, c'est comme ça. Parce que peut-être que la culture, ça fait un petit peu flipper. On se dit la culture, c'est réfléchir, comprendre le monde, savoir analyser, avoir l'esprit critique. Et ça fait peur quand on est à la tête d'un régime totalitaire. Coucou Chikaté, merci. Merci à toi d'être de nouveau là. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Et ça me fait trop plaisir de voir les anciens et tout. Mais merci d'être encore là. Malgré le repos un peu forcé et puis le petit long break, on va dire. Mais ça y est, de retour. Là, je vais finir sur un sujet qui n'est pas forcément le sujet le plus funky, mais forcément qui est d'actu, il faut en parler, qui est la situation en Afghanistan et la situation des femmes. Donc voilà ce qui se passe. Et bien sûr que comme dans tous les régimes totalitaires, on a des exécutions. Hein, voilà, les homosexuels sont tués. Tout ça, c'est pas très funky ce que je vous raconte, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Et l'article est intéressant parce qu'ils nous disent qu'en même temps, les talibans, ce sont des as de la communication. Et d'ailleurs, on a vu qu'ils sont même présents sur les réseaux sociaux, ce qui est assez dingue. Mais ils veulent vraiment offrir une image un peu plus modérée d'eux, alors qu'on le sait que c'est pas du tout le cas. Et ils ont dit à plusieurs reprises que s'ils revenaient au pouvoir, au niveau des droits humains, ça irait mieux, notamment ceux des femmes, que ça serait en accord avec les valeurs islamiques. Tout ça, il faut comprendre que ils sont présents sur les réseaux sociaux. Il y a quand même une opération c'est un peu fou à dire, mais une opération un peu de communication, un peu de marketing derrière, c'est assez dingue quand on sait que la réalité, elle est toute autre par rapport au discours qui est énoncé sous forme de communiquer sur les réseaux. Voilà, en 20 ans, nous dit l'article, la doctrine et les mœurs de ces fanatiques n'ont pas fondamentalement évolué. Avec le retour de la charia, la vie des Afghans ne s'écrit plus qu'entre les murs de leur maison. En effet, elle reste confinée. Et l'avenir n'est pas très optimiste, hein, ça c'est vrai. Voilà. Nombre d'Afghans préfèrent se résigner, nous dit l'article, harassés par des décennies de larmes et de sang versé. Que va-t-il se passer Voilà, on ne sait pas encore, mais on en verra peut-être l'issue prochainement. Voilà. Et tes enfants, ça va aller pour la rentrée? Ben oui, alors là on est en plein dedans, alors je déteste ça, c'est un coup de gueule que je passe, mais je déteste la rentrée pour ça, c'est toutes les paperasses à remplir, les assurances scolaires, les dossiers pour la garderie, les dossiers pour l'école, les papiers à photocopier, tout ça, je suis en plein dedans, je déteste ça. La rentrée, le petit va rentrer en petite section, mon petit Oscar fait sa rentrée en petite section, alors qu'il est né il est né le 31 décembre, donc il est tout petit, mais a priori ça va bien se passer, il est super curieux, super à fond. Et la grande en 5e, voilà, ado un jour, ado toujours, mais oui, ça va aller, c'est trop sympa de me poser la question. En tout cas, là, c'est dernière ligne droite avant la rentrée, et c'est pas le moment que je préfère, hein, je vous avouerai, mais bon, ça va bien se passer, puis ça va être une autre organisation aussi. Voilà, beaucoup de charge mentale, c'est vrai qu'on parle beaucoup de charge mentale, c'est à la mode, mais c'est bien d'en parler, ce terme. Là, c'est en plein temps. Si vous voulez, j'ai la tête comme ça, avec tous ces trucs administratifs, je n'en peux plus. C'est le cri du cœur. Voilà pour le petit topo sur l'Afghanistan. On en reparlera tout à l'heure avec quelques conseils culturels que je vais vous prodiguer. Je vais vous peut-être conseiller des romans et des bandes dessinées qui sont bien sur le sujet. Mais c'est bien d'en parler, et on va en parler encore, je pense, plusieurs fois. Autrement, transition, oui, non, il n'y en a pas. Le monde de la culture doit se réorganiser. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on le sait, on est dans une période assez inédite, complètement inédite, avec cette histoire de pass sanitaire, hein, là, qui est effectif depuis août. Merci à ceux qui nous ont rejoints, c'est trop chouette. Heureusement, vous n'étiez peut-être pas là au début, quand même, où j'ai bien galéré à l'ancienne, sans son, sans rien. Mais si vous venez de me rejoindre, tout va bien. Merci d'être là.
Et là, je suis dans ma petite revue de presse sur la culture et on va parler de ce monde de la culture qui doit se réorganiser. Pourquoi? Parce qu'il est question de pass sanitaire et forcément, quand on parle concert, spectacle, bibliothèque, voilà, tous ces lieux culturels, et ben, musées, il faut se réorganiser. Qu'en est-il? On fera un petit topo des lieux culturels tout le long de la semaine. En vacances, on m'a demandé que 3 fois mon pass. Oui, alors il y avait une période de transition. Après, c'est vrai que là, par contre, c'est systématique. Voilà. C'est un peu compliqué, c'est vrai, pour certains lieux de s'organiser, notamment pour les bibliothèques. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cet article du journal La Croix qui nous dit quoi? C'est galère. C'est galère parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup de lecteurs et la fréquentation a largement baissé. Et là, c'est assez compliqué. 2 fois resto, 1 fois dans un musée. Oui, j'avoue, j'ai fait 2 petits restos aussi et on m'avait dit ouais, c'est voilà, je vérifie, mais en gros on est en période de transition et oui, par contre, cinéma, tout ça, c'est demandé à chaque fois. Donc oui. Comment faire? Si tout va bien, est-ce que ça marche? Mais ça marche, mais merci. Merci la technique d'être avec moi après ce début chaotique. Alors c'est un article de La Croix qui est issu de quand? Voilà, du numéro de vendredi 27 aussi. J'ai rattrapé beaucoup de journaux et de revues que je n'avais pas lus pendant les vacances. J'avoue que j'ai même coupé. J'ai coupé l'actu en gros, hein. J'ai coupé les connexions. Donc parfois j'étais dans des endroits vraiment c'était zone blanche chez zone blanche. Donc j'ai pas d'excuses. Mais après j'ai vraiment coupé. Et là j'ai rattrapé tous les journaux de l'été en gros. Et forcément pas mal de choses intéressantes. Voilà, Kaboul Paris, le drame afghan, bien sûr qu'on en parle tout le temps. Mais il y a aussi cet article qui est intéressant sur les bibliothèques, mais qui galère. Ouais, c'est un peu la folie, quoi. Pour faire revenir les lecteurs, et moi ça me fend le cœur quand je lis ce titre-là, parce que je me dis que voilà, c'est essentiel, et ce qui est dit dans l'article, c'est intéressant parce qu'il y a un directeur de bibliothèque qui nous dit, en gros c'est un retour en arrière, on considère les bibliothèques, ça y est, comme un lieu qui n'est pas essentiel, puisqu'on demande un pass, alors qu'en supermarché on ne demande pas de pass, etc. C'est un véritable retour en arrière, mais c'est dramatique parce que qui dit baisse de fréquentation, qui dit baisse de la culture, et qui dit baisse de la culture, ça nous apporte quand même beaucoup, la culture, c'est bien essentiel, et je vous l'ai déjà redit de nombreuses fois. C'est le journal de La Croix qui nous parle de ça, c'est Nathanaël Bentura qui écrit l'article. Baisse de fréquentation liée au Covid, c'était bien avant le pass d'ailleurs, hein. Pass sanitaire contraignant à l'entrée. Ah, pass, tiens, moi j'écrirais pas comme ça, pass. Les bibliothèques municipales s'efforcent de reconquérir leur public, elles doivent se réinventer. On a un exemple à Évreux, qui est une bibliothèque lambda, hein, je dirais, comme bibliothèque qu'on peut trouver dans les villes moyennes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le flou, hein. Voilà, on demande le pass, mais par exemple, là, c'est l'exemple d'une jeune fille qui a 18 ans. Est-ce que vous venez les avoir, vous les avez pas, ça change tout. Puisque 18 ans, paf, l'âge, voilà, si vous avez 18 ans, ça devient galère, puisqu'il faut le pass sanitaire. Avant 18 ans, il y a quand même... vous êtes acceptés, hein, c'est ce qu'ils nous disent, hein. Oui, pour les mineurs, c'est pas obligatoire, tout de même. Mais souvent, les mineurs, ils doivent être accompagnés d'adultes, donc il faut avoir son pass. Si vous êtes vacciné, c'est facile. Après, si vous n'êtes pas vacciné, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allée à la bibliothèque. Ouais, moi j'adore. J'avoue, j'adore y aller. J'y vais souvent avec mes enfants, d'ailleurs plus que pour moi, mais j'adore y aller. Je trouve que on se pose, c'est calme, c'est reposant. L'été, souvent, il y a une bonne... moi, c'est la bibliothèque, elle est vieille pierre, donc il fait super frais, c'est top. Et c'est un moment hors du temps. Moi, j'adore aller à la bibliothèque. Ouais, voilà, vu que tu as tes partenariats, tu reçois directement chez toi. Les petits colis, c'est ça, hein. Les petits colis de livres. D'ailleurs, je sais pas si tu as pu chroniquer cet été. Faudrait que je retourne sur ton blog My Literature, My World. Je le dis avec mon bel accent anglais. Faudrait que je retourne voir tes chroniques, hein, du coup, parce que je me remets tout doucement à relire aussi des blogs sur le sujet. 40 minutes pour l'aller, 1h20 pour rentrer. Oh, que je te comprends, puisque je suis à peu près dans le même cas. Ça va être de nouveau la galère. Ben ouais, ça je compatis, mais complètement. C'est exactement ça. Moi je m'étais... maintenant qu'Oscar il va à la garderie et plus à l'école, je vais moins galérer le soir. Mais c'est exactement ce que je faisais tous les jours. Donc je compatis 1000 fois. Alors que nous dit, oui, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Par exemple, là c'est le directeur, je crois, de la bibliothèque qui nous dit, voilà, ben oui, quand on vient à la bibliothèque, d'habitude c'est un service public
donc il dit service public, c'est-à-dire qu'on peut pas faire autrement, il faut accueillir les gens. Et là, ils font le tri à l'entrée, ce n'est pas normal. Et moi, je vous avouerai, c'est quand même un peu... ça me fend le cœur qu'on doit faire un tri à l'entrée d'une bibliothèque. Pour moi, il y a un peu comme... alors après, on va pas forcément rentrer dans le débat, voilà, parce qu'on peut être pro-vaccin comme moi, et en même temps pas être hyper à l'aise avec l'idée d'obliger les gens à faire quelque chose pour avoir accès à la culture. C'est un peu comme, si vous voulez, comme quand on punit un enfant en lui disant « bah si t'es pas sage, t'auras pas l'histoire du soir ». C'est un peu ça, c'est punir par la culture, je trouve que... Enfin, je sais pas, ça me rend assez mal à l'aise. Et je comprends tout à fait cette jeune femme qui travaille à la médiathèque qui dit c'est pas normal de faire un tri à l'entrée parce que pour moi, c'est comme une punition. Et je trouve pas ça normal non plus qu'on doit faire un tri à l'entrée. Je comprends toutes les obligations, toutes les problématiques sanitaires, hein, ça c'est clair. Mais faire un tri à l'entrée des lieux culturels, alors la culture c'est tellement essentiel, c'est une sorte de punition subie, c'est assez compliqué. Ah, 6 chroniques en juillet. Ben, j'irai carrément voir ça. Est-ce que tu as chroniqué une littérature ado aussi ou pas? Ça pourrait être intéressant parce que je sais que de temps en temps tu le fais. Hein. Donc j'irai voir aussi ça. Mais fantasy, hein, fantasy, les chroniques fantasy, fantastique, tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? Bah ouais, nous ne sommes plus considérés comme des commerces essentiels, nous dit le directeur de la médiathèque. Il n'y a pas besoin de passe pour aller au supermarché, par exemple, donc c'est un sacré retour en arrière. Et il faut savoir qu'il y avait déjà une baisse de la fréquentation en 2020. Ça semblait remonter en 2021, nous dit l'article. Mais voilà, le nombre d'usagers quotidiens est encore loin de celui qu'il était en 2019. Donc c'est en baisse de 20% par rapport à 2019. Donc plein de remises en question pour que la bibliothèque soit accessible autrement. Et c'est le cas de beaucoup de bibliothèques qui doivent s'organiser un peu à distance. Numériser le catalogue de livres et de films pour qu'il soit accessible depuis le site internet. Des événements et animations. Alors là, ça m'a fait rire sur Skype. Qui utilise encore Skype? Ok, je suis naze en technologie, mais là, quand même, le mot Skype, je vois dans un article, je me dis, mais là, ça va pas être possible. Médiathèque, disons qu'avec Amazon et Netflix, exactement. Après, c'est vrai que moi, je suis abonnée à la bibliothèque. Et puis, il y a des offres numériques super intéressantes, notamment en matière de cinéma qu'on n'a pas sur Netflix, qu'on n'a pas sur Amazon. Bon, souvent, ce sont des films assez confidentiels, mais moi, j'adore parfois le cinéma français, un peu moins grand public, qu'on trouve pas sur Netflix, qu'on trouve pas sur Amazon. Et bien, vous l'avez en ligne grâce aux médiathèques. Donc, c'est une autre offre qui est parallèle aux géants du streaming, on va dire. Skype, oui, au moins Zoom, quoi, parce que Skype, quand même, ok, je suis un peu dinosaure là-dessus, mais quand même. Bref, dans une ville moyenne comme Évreux, mais que dans plein de villes, la médiathèque est un lieu important. Ben oui, pourquoi? Parce que c'est, voilà, au même titre que le théâtre ou le musée, c'est un pôle culturel central qui est situé en plein cœur de la ville. Donc forcément, c'est indispensable. Les étudiants aiment beaucoup y aller et là c'est un peu compliqué pour eux d'y aller. Les retraités aussi qui ont vraiment beaucoup besoin de la bibliothèque, notamment parce que ça leur permet de briser un peu la solitude pour certains. Il y a des témoignages dans l'article. Pourquoi? Parce que la bibliothèque c'est un lieu social. Donc c'est un lieu culturel, mais c'est aussi un lieu social et c'est super, super important. Un peu comme les CDI, bah oui, moi je vais le retrouver bientôt. Le CDI, c'est un lieu social et pas que culturel. Et c'est hyper important de le préserver. Et tout ça, c'est un peu compliqué avec la situation sanitaire et ce fameux pass sanitaire. Sans rentrer dans le débat encore une fois, parce que je comprends les points de vue de chacun. Mais moi, j'ai toujours l'impression, voilà, j'ai cette impression de qu'on punit les gens par la culture. La punition, c'est... tu n'es pas, donc tu ne vas pas accéder à la culture. Et ça me fait mal au cœur, on dirait les enfants qu'on punit. Mais bref. Mais oui, ça y est, oui, c'est vrai que souvent tu vas manger au milieu du stream, ben, bon appétit. Des fois tu nous dis ce que tu as au repas, donc n'hésite pas à nous dire ce que tu vas manger. Ben, c'est super sympa, merci en tout cas. Je veux dire Caronix, on dit comme ça maintenant. Merci d'avoir été là, puis j'irai voir absolument tes chroniques. Petit topo sur le monde de la culture qui va durer tout le long de la semaine. On va s'intéresser à différentes institutions. Mais là, on va passer à un autre sujet. Ben oui, un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Charlie Watts. Charlie Watts, c'était le batteur de Rolling Stones. C'était un membre indispensable, mais vraiment discret des Rolling Stones. Il a marqué le groupe, forcément. Et beaucoup d'articles lui rendent hommage. Pourquoi? Parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et je vous ai sélectionné un article de Libération qui est assez chouette. Qui est émouvant aussi, je trouve qu'il est très bien écrit
Et Skype devait fermer, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Donc les bibliothèques, faudrait qu'elles se remobilisent, mais qu'elles soient quand même à jour, parce que là, ça va pas le faire. Hein. Au contraire, c'est les non-vax que l'on préserve en les refusant. Voilà, c'est pas de gaieté de cœur de le faire. Ouais, ouais, c'est ça, on les préserve en les refusant. Je comprends aussi ce point de vue. Mais voilà, il y a ce côté vraiment chantage qui est... chantage par la culture qui moi, me gêne. Après, je suis pas politique, donc j'ai pas de solution à apporter. Donc c'est bien beau de dire tout ça, voilà, comme ça, en mode je balance ça comme ça. J'ai pas de solution à apporter. Mais voilà, je peux comprendre ce point de vue. Après... moi, de toute façon, je suis pour la vaccination, mais je vais pas en faire ici une campagne de pub. C'est pas l'objet du stream non plus. Mais bref. Ah oui, bah si, pour conclure. Si, j'ai quand même un avis là-dessus. C'est que... Et ça franchement, j'en suis persuadée. Je pense qu'on aurait dû davantage... le gouvernement aurait dû davantage peut-être insister sur la prévention, la pédagogie sur la vaccination notamment, mais sur tout ça, parce que, voilà, si on avait peut-être chassé les fake news, les infos, les théories du complot, les machins, peut-être qu'on a fait un peu plus de pédagogie plutôt que de restrictions. Peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à ce fameux pass sanitaire. Voilà, c'est mon idée, mais je vais clôturer mon idée là-dessus. Charlie Watts, ben oui, un très très bel article dans Libération, donc forcément ça date pas d'hier, parce qu'il était décédé il y a quelques jours. Mais qu'il est beau cet article, je vais vous le montrer. Il est là, Charlie Watts, il est là, discret, hein, mais quand même, parce que c'est un membre des Rolling Stones, donc forcément un peu rebelle aussi. Forcément, Charlie Watts ne bat plus, pourquoi? Parce qu'il était batteur, donc il y a un jeu de mots. Là dans le titre, petite dédicace à Caron X pour le jeu de mots. Et j'espère que je suis encore connectée, parce que ça fait longtemps que je me suis connectée, mais a priori oui. Non, c'est pas là que je voulais m'arrêter dans l'article. On va bien le retrouver, hop, c'est ici. Ainsi fut-il, mais oui, le batteur chic, c'est vrai, au swing et à la frappe subtile, c'est vrai aussi parce que lui, il vient du jazz au départ, et non pas du rock. Ah ben ça y est, je fais mon boulet, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait non plus. Il vient du rock et non pas du jazz. Et subtil, lui, il avait la classe, c'est vrai, le plus discret, par rapport à Mick Jagger, à Keith Richards, qui vraiment sont dans des phrases, on en entend parler, c'est très tape à l'œil et tout, mais en même temps, ça fait partie du truc aussi. Hein. Voilà, Charlie Watts est décédé à Londres il y a quelques jours, à l'âge de 80 ans. Et voilà, quelle belle introduction, il était à la fois une icône et un inconnu. Mais oui, tout dans la contradiction. Le fidèle, c'est vrai. Le muet aussi s'exprimait très rarement. L'élégant Charlie Watts, indéfectible soutien rythmique et humain des Rolling Stones, parce que ok, il était discret, mais sans lui, les Rolling Stones n'auraient pas... Voilà, c'était une sorte de pilier des Rolling Stones, il fallait bien qu'il y ait un peu qui soit un peu stable là-dedans, parce que les autres, c'est un peu foufou quand même. Dans le fond de la scène et des images depuis le premier jour, 62, puis 62, il n'est plus. Étrange événement que sa mort subite à 80 ans. D'ores et déjà traumatique pour une histoire commune et ancienne. Qu'est-ce que c'est bien écrit cet article? Mais toujours pas révolu. Ben non, qui n'en finit plus. Qui n'en finit plus de déteindre sur notre présent éternellement nostalgique de ce qu'elle lui a laissé, celle du rock. Ben ouais, si on parle des Rolling Stones, on parle du rock, c'est quand même... Voilà, c'est des icônes du rock. Hein. Voilà, on oppose souvent Beatles, Rolling Stones. Moi, je suis un petit peu pro-Beatles, mais j'ai vraiment une grande affection pour les Rolling Stones. Et qui produit comme un bruit sourd celui du son inimitable qui faisait tonner depuis les fûts, comme de son attitude si étrangement débonnaire en toutes circonstances, au moment où il s'échappe et qui va, à n'en pas douter, provoquer un émoi international et intergénérationnel. Qu'est-ce qu'elle est belle cette intro, elle dit tout, j'ai même pas besoin de la commenter, en fait tout est là. Alors il devait participer à une tournée, il a annulé, donc déjà c'était pas terrible. Il faut savoir que les Rolling Stones vont repartir a priori en tournée. What? Ils ont presque 80 ans tous et ils vont repartir en tournée, mais Charlie Watts avait annoncé, donc déjà ça avait fait parler, on en avait entendu parler de ça. Voilà, l'histoire des Rolling Stones sans lui ressemble de moins en moins à celle d'un groupe dans l'action et de plus en plus à celle d'un groupe dans l'au-delà. Et oui, malheureusement, les Rolling Stones ne sont pas éternels, même si on peut penser que Keith Richards, par exemple, il peut tout lui arriver dans la vie, de la drogue, une noix de coco qui lui tombe sur la tête. Il est toujours là, il paraît immortel, mais non. De plus en plus, un groupe dans l'au-delà. Alors, petite biographie de Charlie Watts. Il est né Charles Robert Watts à Islington,
quartier de Londres, hein, j'imagine. Le 2 juin 51, c'était le fils d'un chauffeur routier doté d'un talent rare, l'ambidextrie. Sa première passion musicale fut d'emblée et sans la moindre ambiguïté, le jazz. Et ce que l'article nous dit, c'est que vraiment il était passionné de jazz, donc forcément il a acheté tous les vinyles, tous les disques, des grands noms qu'on connaît comme Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, mais d'autres que je connais vachement moins aussi. Bref, il était à fond jazz. Ses parents en plus lui dénichent une petite batterie miniature voilà au début milieu des années 50, donc voilà, il n'était pas contre la musique, au contraire, ses parents ils l'ont encouragé, mais voilà, lui il voulait faire du jazz, mais alors oui, il rêvait de faire ses armes dans des clubs de jazz hyper connus comme le Flamingo de Londres, mais c'est au sein du Blues Incorporated, formé par un certain Alex Corner, moi je connais pas du tout, j'avoue, que Walsh, le disciple contraint de Charlie Parker, graphiste toujours, c'est vrai qu'il a signé un album, hein, je crois que c'est un des premiers albums des Rolling Stones qu'il a signé en tant que graphiste, donc il a plein de talent aussi. Elle a débuté sa carrière de musicien. Et puis après, il est devenu incontournable dans tous ces clubs un peu de rhythm and blues de la capitale britannique. Et après, il a rejoint les Rolling Stones quand, en 1962, un groupe à l'ambition déjà délirante qui s'intitule les Rolling Stones. Mais oui. Et alors, 59 années de Rolling Stones, quoi. 59 années, c'est assez dingue, quoi. On parle des fois d'années de mariage, hein, des records et tout. Bah alors, lui, les Rolling Stones ont battu tous les records, je pense. Oui, alors il a quand même eu un passé un peu destructeur, hein, il a quand même été alcoolique et junkie. On sait que souvent ça va avec les grands groupes de rock de l'époque. C'est rare qu'ils aient été tous clean, hein, on va dire. Mais en tout cas, lui, il l'a fait, je vous dis, l'article de Libération, de manière plus mélancolique et en privé. Donc discrétion un jour, discrétion toujours. Il est devenu après Rolling Stones corps et âme pilier. Et il a été vraiment présent au sein du groupe, même sur certaines pochettes. Par exemple, Between the Buttons, c'est le premier chef-d'œuvre de son groupe. Il signe le graphisme, donc il a plein de talent. La tragédie de sa vie, c'est ne pas avoir fait du jazz. Sa vie fut que... la tragédie de sa vie fut que son jeu très jazz et très technique, c'était vraiment, il touchait à la batterie, hein, permis par une... Oui, c'est ça, permis par une poigne très souple, comme seuls les jazzmen sont capables de la maîtriser. Ça, s'il y a des musicos dans le coin, peut-être vous pouvez comprendre ça. Était mieux adapté à la musique révolutionnaire du méga groupe dont il était la star reconnaissable entre mille. Donc, il avait une appétence pour le jazz, mais en même temps, techniquement, il était plus blues, plus rock. Donc, voilà, c'est une contradiction qui fait que ça a été la tragédie de sa vie. Il a fait quelques albums solo, mais vraiment... vraiment pour le fun, sans grand intérêt ou de libération. Moi, j'avoue que je n'ai pas entendu parler. Et de toute façon, peut-être que s'il avait été connu, ça l'aurait dévoré tout cru, puisqu'il n'avait pas le caractère pour faire une carrière solo. Et voilà, on est toujours content de revoir des anciennes photos de l'époque, avec les vêtements, les coupes de l'époque. Voilà. Mick Jagger, Bill Wyman. Bill Wyman, oui, Keith Richards, toujours là, Charlie Watts. En jaune, laquelle classe, et Brian Jones, qui n'est plus, qui n'a pas été longtemps dans les Rolling Stones, c'était en 67. Brian Jones qui est décédé à 27 ans, ça fait partie du fameux club des 27. Et la dernière tournée, c'était quoi, en 2017, quoi. Mais voilà, toujours en tournée. Bon, après, il faut aligner l'argent, quand même, pour aller les voir, c'est pas donné. Je crois qu'un jour, j'avais regardé le prix du billet, je me suis dit, ok, il fallait payer en comment on dit, en American Gold. Je dis pas, ok, avec ma petite visa et mes 100 € d'économie, ça va pas le faire. Donc, je n'ai jamais pu les voir en concert, malheureusement. Il faut un peu avoir le budget pour ça. Mais peut-être qu'ils vont quand même faire une tournée sans Charlie Watts, mais à suivre. Mais très très bel article de Libération. Et voilà, photo classe absolue. Donc voilà, l'hommage à Charlie Watts qui s'est éteint il y a peu de temps. Est-ce qu'on a le temps? Parce que, voilà, ça va être nimp, parce qu'il faut que je finisse à 19h30. Après mon entrée loupée, absolument loupée, mais de folie, j'ai perdu du temps. Et je vous parlerai demain peut-être de la culture durant les années folles. Puisque demain, je vais vous parler de Joséphine Baker. Oui, parce que cette vedette du musical, c'est emblématique des années folles, va entrer au Panthéon... en novembre, et donc forcément je vais vous en parler demain, puisque c'est l'événement culturel, mais qui cache aussi certaines choses politiques, d'après certaines revues, donc c'est intéressant d'avoir plein de points de vue là sur le sujet.
Mais ouais, je vous partagerai l'article de l'Express demain parce que là, on va faire un tour dans le dernier numéro du Monde des ados. On va se poser tranquillement, analyser quelques articles. Et franchement, comme d'habitude, c'est vraiment sympa le Monde des ados. C'est de l'actu pour les ados, mais aussi pour tout le monde. Ça fait du bien, on ne se prend pas la tête. Et on commence le tour maintenant. Une petite musique pour mettre à jour mes articles. Et je suis à vous tout de suite. Le tour du monde, le tour du monde, n'importe quoi, le tour du monde. Le tour dans la revue Le Monde des ados, c'est maintenant. Je vais vous diffuser le numéro en ligne. Forcément, c'est quoi le sujet? C'est la rentrée. Si vous n'êtes pas encore déprimé pour la rentrée, bon, moi je suis jamais trop déprimée pour la rentrée. Je suis toujours un peu stressée, mine de rien. Mais ça me déprime pas, je suis toujours assez contente de reprendre. Mais parfois je sais qu'on a ce petit blues là avant la rentrée qui grandit. Donc là, si vous n'y pensiez plus, et ben voilà, le Monde des ados vous le rappelle, c'est bientôt la rentrée. Ceux qui t'attendent à la rentrée, et ben on va le voir. Mais on va pas forcément faire un focus là-dessus puisque bon, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui est intéressant? Ben, on reparle de K-pop, voilà, un nouveau groupe. On en avait parlé dans un stream, c'était en juin-juillet, parce que la K-pop, ben, ça prend de l'ampleur. En même temps, on peut être assez critique là-dessus, parce que tout est formaté, c'est tout dans l'apparence, c'est un peu bizarre. Il y avait un documentaire sur YouTube, je vous avais partagé, c'est Papesan, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a une très bonne chaîne, d'ailleurs, qui est un youtubeur qui vit en Corée du Sud et qui nous parlait des groupes de K-pop. C'est vachement bien comme documentaire. Mais c'est assez effrayant quand même. Bref, K-pop, on en parle, puisque ça fonctionne toujours aussi. Des nouveaux mangas, ça y est, il va falloir que je m'y mette, qui sont arrivés. Qu'est-ce qu'on a aussi? On parle de quoi la série? Ah ouais, Ginny et Georgia. Ouais, mais pas pour les plus jeunes, je l'ai vu aussi, parce qu'on est quand même sur des thématiques plus grands ados, ça c'est vrai. Bref, on commence tranquillement, là, avec le Monde des ados. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, très cher. Alors, il s'est fait connaître par ses Space Invaders. Oui, ça, vous en avez peut-être déjà vu, si vous baladez de part et d'autre dans le monde, mais souvent, il y a un artiste, Invader, qui a fait pas mal de petites mosaïques. C'est de l'art en mosaïque, c'est du street art. Qui a créé des invaders, comme ça c'est le petit bonhomme, je sais pas si vous voyez, un peu issu des jeux vidéo. Et maintenant il a décidé de changer un petit peu de direction. Et il a aussi créé le Dalai Lama en mosaïque, et ça rend vachement bien. Moi j'adore cette forme d'art un peu street qui est vraiment plutôt pas mal. Et là c'est une appli, alors je fais une petite dédicace à tous ceux qui adorent les Lego. Moi j'ai des amis, des très bons amis qui jouent encore au Lego, qui sont fous de Lego, c'est assez dingue, et c'est vraiment toute génération confondue. Alors sachez qu'il y a une appli qui existe, qui s'appelle Brick It, qui est lancée par des passionnés, donc c'est une appli vraiment, voilà, c'est pas une appli pro, mais qui est vraiment bien faite, qui est gratuite. Et en fait, vous pouvez scanner vos Lego, et ils vous proposent des créations à partir de ce qu'on a en fait, et c'est plutôt pas mal. Franchement, il faut saluer les initiatives comme ça qui sont assez bien. Et voilà, forcément, on a un thème d'actu qui revient, qui nous emmène en Afghanistan. Mais ce qui est bien avec le Monde des ados, c'est qu'on comprend qui sont les talibans. Déjà, il faut comprendre que c'est un mot qui signifie quelque chose, et qui vient de Taleb. C'est un mot arabe qui signifie étudiant et qui désigne les Afghans Pashtuns, qui est l'ethnie la plus importante d'Afghanistan, qui étudie la charia. Alors la charia, c'est l'ensemble de lois de règles qui concernent la vie sociale et privée des musulmans. La loi islamique, c'est ça la charia. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils nous remettent un peu dans le contexte historique de l'Afghanistan, qui n'est pas facile à comprendre. Il y a eu une guerre civile effectivement en Afghanistan à partir de 92, et ils ont pris le pouvoir en 96 jusqu'en 2001. Et ils ont appliqué cette charia avec vraiment de façon extrêmement violente. On l'a dit, les femmes devaient être intégralement voilées, n'avaient pas le droit de travailler ni de sortir sans être accompagnées par un homme, et l'école était interdite aussi.
Les homosexuels étaient tués, on en a parlé juste avant. Bien sûr, les relations sexuelles hors mariage, c'était puni de lapidation. Hein, c'est tuer quelqu'un avec des jets de pierre, oui. On appelle ça aussi lyncher. Et puis après, il y a ce contexte du 11 septembre 2001. On va en parler prochainement, puisque là, il y a ce triste anniversaire du 11 septembre 2001, lorsqu'il y a eu l'attentat à New York notamment, des tours jumelles, mais pas que. Attentats qui ont fait près de 3000 morts aux États-Unis. Et les Américains savent que les terroristes sont protégés en Afghanistan par les talibans. Donc ils occupent le pays, les talibans capitulent le 6 décembre 2001. Et depuis, il y a eu plein de choses qui se sont passées sur la scène politique et internationale. Alors il faut savoir, il y a toujours les États-Unis, il y a toujours l'Union soviétique, la Russie là dans l'histoire. D'ailleurs, le conflit qui s'est passé avec l'Union soviétique en Afghanistan, je crois que c'est souvent dit comme l'un des derniers vestiges de la guerre froide entre États-Unis et Afghanistan, entre États-Unis et Russie, parce que voilà, c'est des puissances qui... Voilà, tout se joue aussi là-bas. Bref, dès 2012, les Américains ont estimé que l'armée afghane était suffisamment puissante pour lutter contre les talibans et commencer à se retirer, mais que 2012. Et en 2020, Trump a même permis qu'il y ait un accord avec les talibans eux-mêmes. Et puis le retrait total qui a été finalisé en août devait se faire à condition que les talibans s'engagent à ne plus protéger de groupes terroristes, mais on sait qu'ils n'ont pas changé et il se passe ce qui se passe. Terreur et panique, c'est bien ce qui se passe. Mais voilà, le monde des ados nous réexplique l'actu de manière tout à fait simple et ça c'est plutôt bien. Réchauffement climatique, l'actu de cet été, et c'était ça aussi, les inondations, les sécheresses, les incendies, il y en a eu et pas peu, hein, il y en a eu beaucoup. Oh, PSG, Lionel Messi, bah ça aussi c'est une actu. Alors autant j'adore le sport, autant j'adore le foot, autant mais ces prix quoi, ces montants mais me font halluciner quoi. Ça c'est fou quoi. Voilà. Bref, Messi au PSG, ça c'est aussi la grosse actu. Bon après pour ceux qui sont fans du PSG, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est vrai, mais alors, les sommes derrière tout ça, c'est incroyable. Je sais pas si c'est le transfert, ça a dépassé les montants du mercato, ça a dépassé les records, je ne sais pas, mais en tout cas, là on parle de millions, hein, quoi. Hein, c'est pas des petits euros par-ci par-là. L'actu en images, c'est de l'actu good, pas good, c'est de l'actu, voilà, ça dépend. Haïti, c'est ça aussi l'actu hein, de cet été, avec le tremblement de terre qui a eu lieu le 14 août, et on a des images chocs, hein, qui sont pas faciles d'ailleurs à réceptionner, hein, les images, hein, comme ça. Donc on a l'image là, les incendies, là en Grèce, on a là des animaux aussi qui ont dû être évacués. La canicule accentue le risque d'incendie, nous dit ça, et on sait que bon, ça va pas forcément s'arranger. J'ai regardé les JO durant l'été, donc surtout la fin, il y a eu des très très bons moments, notamment en sport collectif, mais qu'est-ce que c'était chouette à voir. Là, c'est une photo de Kevin Mayer, voilà, qui fait tomber le maillot en dépit d'un sacré mal de dos, parce qu'il devait déclarer forfait, il me semble. Hein. Et puis après, il a décidé de continuer. Il a décroché le 5 août la médaille d'argent en décathlon au JO. Il y a son fameux lancer de javelot aussi, de 73,09 mètres. Et là, il faut que je me souvienne de mes années collège, excusez-moi, mais le javelot, mais j'ai jamais réussi. Autant j'étais forte, hein, c'est ma vie intéressante qui revient sur le devant de la scène, hein. Autant j'étais forte en courte distance, mais vraiment assez forte, autant le javelot, lancé de poids, mais j'étais d'une nullité absolue. Genre mon javelot, il était à mes pieds, hein, à la limite. Donc c'était assez impressionnant tout ça. Maintenant, il y a les Jeux paralympiques hein, qui ont lieu, et d'ailleurs on en parlera demain, du sport et du handicap, parce qu'on en parle beaucoup dans les journaux, mais il y a des points de vue très différents. Il y a des points de vue optimistes, mais on sait que c'est très très galère, notamment pour les athlètes, de se mettre à niveau, de vivre de leur sport quand on est handicapé. En France, on a beaucoup de retard là-dessus. Mais bref, voilà. Michelle Obama, ce qu'elle a à te dire. Elle a été première dame et surtout épouse du premier président noir des États-Unis. Et quelle épouse charismatique. Après, elle a fait sale combe dans les stades à la manière d'une rockstar. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'elle a publié sa biographie, ses mémoires. Et elle faisait des tournées dans les stades, mais c'était assez hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça. C'était, en général, les tournées dans les stades, c'est la musique. Voilà, à la limite, vous pouvez faire un spectacle, je ne sais pas. Mais là, voilà, assez dingue. Bref. D'ailleurs, moi je vous invite pour les plus grands peut-être parce que c'est un peu dense quand même à lire son autobiographie qui est vraiment très très bien. C'est un parcours inspirant un peu American Dream, on part de pas grand chose et puis on arrive au bout du bout mais c'est vraiment une chouette histoire. Ça montre aussi que
qu'on peut y arriver aussi. Bon, il y a pas mal de chance aussi, hein, mais c'est un beau parcours qu'elle nous narre. Et puis, on apprend pas mal de choses sur les États-Unis. C'est ça qui est intéressant. C'est que, ok, on a son histoire, mais l'histoire des États-Unis, c'est quelque chose qui nous est pas forcément hyper familier. Et vraiment, son autobiographie est passionnante à ce niveau-là aussi. Bref, alors, elle a aussi un message hyper optimiste. Et c'est pour ça que moi, je l'aime bien, Michelle Obama. Mais bon, c'est un peu facile tout ça, hein, voilà. Ouais, elle se souvient du petit... C'est l'American Dream, hein, c'est ça, on part de rien, on arrive après au bout du bout. Elle se souvient du petit appartement d'un quartier modeste de Chicago où elle a vécu avec son frère. Des parents ni pauvres ni riches, hein, une famille lambda. Sa mère recommence à travailler afin de pouvoir payer les études supérieures de Michelle. Il la plonge très tôt dans l'histoire du peuple noir et le jazz aussi. Et adulte, elle n'oublie pas le manque d'argent d'où souffre l'école publique. Elle a beaucoup fait pour l'école aussi, pour la santé aussi. Elle le répète à l'américaine. Chacun peut réussir avec de la volonté, même si pour certains, les vrais obstacles à abattre sont encore plus nombreux. C'est vrai que ce genre de discours, des fois, ça me fait un peu rire jaune. C'est que si on veut, on peut. Pas toujours, hein, pas toujours. Beaucoup de modèles, voilà, c'est ça. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'un message optimiste. Dépasse tes doutes, crois en toi, engage-toi. Et pour ce message positif, je salue Michelle Obama et son autobiographie qui est à lire. Les Jeux paralympiques, je passe là-dessus parce que ça peut être pas mal pour faire une intro demain sur le thème sport et handicap, donc je vais vous en parler demain. À la rentrée, la voilà. Et avec toujours ce petit stress, même moi en tant que prof doc, pourtant ça va être la 5e année hein, dans le même collège, mais j'ai toujours ce petit stress qui approche à la rentrée. Bref, toutes les étapes à passer. 4e a priori tranquille, hein, c'est la seule classe. Ce qui est bien, c'est qu'ils font un focus sur les 3e prépa pro, les prépa métiers. Et ça, c'est bien parce qu'on a tendance à les oublier, en fait. Mais les prépa pro, c'est super important. Ce sont tous ces élèves qui sont là et qui, durant une année, vont faire des stages et découvrir le monde de l'entreprise. Et c'est bien d'en parler parce que souvent, franchement, ils sont occultés, personne n'en parle. Alors qu'en fait, l'enseignement technique et professionnel mérite d'être connu et reconnu, quand même. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, c'est bien que le monde des ados en parle. Qu'est-ce qu'on a aussi dans le monde des ados? Qu'est-ce qu'on a? Ah, la George Clooney. Pourquoi on a George Clooney? Je ne sais plus. Pourquoi? Ah oui, alors George Clooney, c'est quelqu'un de très engagé, vous le savez. Il fait pas que des pubs pour Nespresso et des films par-ci par-là. Il est très engagé, il a beaucoup œuvré pour le Darfour, le conflit au Darfour, pour le pillage des vestiges aussi, hein, notamment quand on parlait de patrimoine culturel. Hein. Il a toujours dénoncé aussi ces pillages et ces vestiges qui n'étaient plus dans le pays d'origine, donc George Clooney fait beaucoup là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va financer une école publique des métiers du cinéma dans un quartier défavorisé de Los Angeles pour accueillir des étudiants en cinéma moins blancs et moins masculins à l'avenir. C'est bien. Pour un petit peu l'égalité, je pense que c'est bien. Allez, c'est bien. On fait un petit hola pour George Clooney aussi, comme Michelle Obama, ça peut être pas mal. Fast and Furious, on est au combien? Au 9e épisode. Ok, moi je l'ai pas vu au cinéma, mais je sais qu'il y en a qui sont fans, je juge pas. Moi a priori, j'ai vu le 1, mais je crois que ça m'a suffi. Mais bon, il y a eu le 9e tome, et sachez que pour le 9e épisode, pour le 9e épisode, il a fallu des cascades. Et 250 voitures ont été réduites en bouillie pour les cascades de Fast and Furious. Bref. Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais ouais, mais ça, moi je vous en avais parlé, la série mixte sur Amazon Prime Video, vraiment bien, qui nous plonge dans les années 60, dans une école qui devient mixte, mais vraiment c'est la première année, donc forcément il y a des filles qui entrent là-dedans, et on parle d'égalité, on parle de l'époque, hein, du contexte de l'époque, on parle d'avortement, d'homosexualité, c'est vraiment une super série. D'autres choses aussi, mais tellement de choses à vous. Qu'est-ce que c'est là? Ratchet Clank. Ah ouais, ben ça c'est les nouveaux jeux vidéo. Alors moi j'y connais pas grand chose, donc pas trop vous en parler. Et puis alors Napoléon, je n'en peux plus, donc je passe. On a trop parlé, j'en peux plus, je passe. Mais voilà, le monde des ados, la colo. Je crois qu'on en a fait un petit peu. Ouais, les chauves-souris. Ben oui, elle a une image négative, mais surtout qu'elle peut-être est-elle impliquée dans la transmission du coronavirus en Chine, mais en fait, elles n'ont pas de bien fait. Surtout, il faut les protéger, les chauves-souris. Voilà, le monde des ados nous en rappelle. Alors moi, je trouve ça pas très, mais bref.
Et puis voilà, après chaque fois vous avez un extrait de BD, de manga, et c'est toujours plaisant de s'y balader. Je réutiliserai le monde des ados demain pour vous parler notamment des Jeux paralympiques. Voilà pour le tour dans le monde des ados. Et c'est l'heure, parce qu'il faut quand même que je finisse plus ou moins à l'heure malgré les débords du début, de vous prodiguer mes conseils culturels. Et ça me fait plaisir aujourd'hui puisque je vais vous parler livres, puisque vous savez que c'est ma passion première, la lecture. Même si j'ai pas tant lu pendant l'été, franchement, je m'étais fait un objectif de lecture que je n'ai pas du tout atteint. Vous savez, cette fameuse pile à Lille, cette PAL, en fait, elle était immense, quoi. Et j'ai dû lire 3-4 livres, j'avoue, que je me suis plutôt laissée bercer par les sorties en famille, tout ça. Les promenades, les balades, les randos, les séries. Alors par contre, en série, là, j'ai tout attrapé. J'en suis d'ailleurs à la saison 5 de Game of Thrones. Et là, je suis en bad parce que... c'est quoi cette série ? Cette série qui fait notamment mourir des personnages principaux, mais tout le temps. Je suis vraiment pas... voilà, je sais. Mais j'adore, mais alors... je suis à la masse, hein, j'avoue qu'elle est finie depuis longtemps, mais j'y suis. Donc voilà, je me suis rattrapée en série, mais en lecture, c'était pas trop ça. Pas trop ça. Donc, j'ai essayé de me rattraper, mais comme la rentrée commence, tout ça. Je suis pas très optimiste, mais bref. On va parler livres, bande dessinée et romans qui parlent de l'Afghanistan. J'en ai plein à vous conseiller que j'ai lus, donc ils sont pas forcément récents, mais qui nous éclairent très très bien tout de même sur la situation actuelle. Donc c'est l'heure de mes conseils culturels. Merci à celui ou celle qui vient de nous rejoindre, c'est cool. Je prends mes notes et je suis à vous. Voilà, alors l'heure de mes conseils culturels, 19h25. Vous savez que j'ai toujours tendance à déborder parce que l'objectif c'est 19h30. Mais là j'ai des circonstances atténuantes après mon entrée plus que ratée, mais bref. Je vais vous conseiller aujourd'hui des romans et des bandes dessinées sur le thème de l'Afghanistan qui ne sont pas récents. Mais comme je vous l'ai dit, on est sur un retour en arrière assez dramatique de la situation en Afghanistan avec l'arrivée des talibans au pouvoir. L'arrivée à nouveau des talibans au pouvoir. Et forcément, les Afghans ont déjà vécu ça. Donc il y a eu beaucoup de livres, de romans, de témoignages, de films sur le sujet. Et j'en ai lu certains et que je trouve assez bien. Ah, it's not following. On a un nouveau... alors j'ai essayé d'essayer de régler un peu des choses sur mon live. Donc je suis contente. Merci pour les follow. En plus, c'est trop chouette. Oui, alors parti pour les conseils. Je vous ai préparé un petit diaporama à l'ancienne, un peu à la prof quand même. On va dire ça comme ça. Un des classiques, c'est bien sûr celui-ci, mais celui-ci je m'en souviens encore. Alors que je l'ai lu il y a des années, forcément c'est un classique. On le connaît, peut-être que vous le connaissez vous, c'est Les Cerfs-Volants de Kaboul. C'est Khaled Hosseini qui l'écrit, il a écrit plein d'autres livres qui sont absolument magnifiques sur le sujet. Il y a 1000 soleils splendides, je crois. Il y en a d'autres aussi. Mais je vous les conseille tous parce qu'ils sont à la fois réalistes, un peu romancés, il est vrai, mais pas gnangnan, quoi. C'est émouvant, mais c'est pas, on n'est pas dans le pathos, quoi. Et je vous le conseille. Celui-ci, c'est un des romans les plus connus et ô combien récompensé, mais ô combien mérité, ça c'est clair. C'est quoi le pitch là? C'est une capture du site Babelio. Moi j'aime bien Babelio, j'aime bien regarder. Babelio, je trouve que c'est assez clair à chaque fois, donc je vous fais des captures du site Babelio. Ce qui est bien, c'est que ça se passe sur plusieurs années. Des années 70, alors à nos jours, quand ils disent à nos jours, c'est les années, milieu des années 2000. Et en fait, c'est une amitié entre deux enfants qui sont comme des frères. Ce sont des frères de lait, en fait, c'est Amir et Hassan. Pourquoi? Parce que Hassan a été allaité par la mère d'Amir, puisque la mère d'Hassan est décédée, il me semble que c'est ça, ou c'est le contraire, enfin bref. Bref, ils sont frères de lait, ils ont grandi ensemble, mais ils sont complètement différents, déjà au niveau social, puisque le premier, il est fils d'un riche commerçant, et le second est le fils de leur serviteur. Mais en tout cas, comme ce sont des enfants, et que quand on est enfant, on est naïf, ils sont amis. On s'en fout des catégories sociales, de ci, de ça, ils sont amis, ils sont même inséparables. C'est une amitié, mais c'est tellement beau à lire, on a rarement des romans sur l'amitié, on a beaucoup de romans d'amour, tout ça,
pas très souvent des romans d'amitié, ça c'est un très très beau roman d'amitié, même s'il y a une trahison qui se déroule. En tout cas, on peut le lire pour ça, et vraiment l'épisode de l'enfance est juste magnifique à lire. Voilà. Une amitié indéfectible à toute épreuve. Mais, parce que oui, il faut bien un mais quand même, ce lien va se briser à jamais. Alors, histoire d'une trahison, je ne vais pas spoiler là, mais c'est vraiment une tradition plus. Hein, c'est une trahison, c'est vraiment une trahison de folie. Ami reste pétrifié, lâcheté, honte, bref, confusion des sentiments. Il n'esquissera pas un geste pour sauver son ami, ça vous dit un peu ce qu'il en est. Amir, il va se réfugier aux États-Unis, puisqu'on est en été 2001 après. On a vraiment des années qui se déroulent, qui se passent entre deux époques. On le sait, 2001, hein, voilà, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et c'est juste avant d'ailleurs, le septembre. Et il reçoit un appel du Pakistan, et peut-être qu'il existe un moyen pour lui de se racheter. Et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on envisage a priori une réconciliation. Voilà, moi je le conseille, pourquoi? Pour l'amitié déjà, qui est juste exceptionnelle. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment différentes directions. On a effectivement là les catégories sociales qui jouent, puisqu'il y en a qui peuvent émigrer, d'autres non, et forcément les destins vont être complètement différents. On a la vie en Afghanistan avec ce qui va se passer, etc., qui est talibans, et on a la vie aux États-Unis en tant que réfugié, qui n'est pas non plus une vie de tout repos, surtout en 2001, attentat, c'est vraiment pas le moment après pour être bien vu par le reste du monde. Les communautés, notamment les communautés afghanes, ont beaucoup souffert de ça. Question de la famille aussi, parce que ce qui est assez touchant dans ce roman, c'est la manière dont Amir et Hassan essayent d'attirer l'attention de leur père. Voilà, il y en a un qui a rien à faire, hein, faut le dire. Et il y en a un autre qui adore son fils. Et on a deux amours comme ça, paternels, qui sont complètement différents, qui moi forcément me touchent aussi. C'est un thème qui me touche beaucoup. Et qui prêtent, voilà, qui nous font réfléchir. Ça fait réfléchir aussi ce thème-là. L'évolution de l'Afghanistan aussi, voilà. Mais c'est un très très beau roman, certes un peu romancé, on va pas se mentir, hein, mais il est bien fait aussi, donc je vous le conseille, il faut absolument le lire. Je l'ai prêté à ma belle-mère, je sais pas si elle le regarde parce que je crois qu'elle est pas au courant que je restream, mais voilà, il faut le lire belle maman, parce qu'il est vraiment super chouette. Bâche à poche qu'il a en pôle fiction, c'est un petit format chez Gallimard, mais qui avant existait chez Actes Sud. C'est Charlotte Herly à l'écriture. Et alors il est plutôt bien. Alors on peut nuancer un peu quand même le récit, parce qu'il est un peu facile quand même. Mais il est néanmoins intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous parle de ce phénomène des bâches à poche. Et je vous assure que moi je l'ai appris que récemment, quand j'ai lu le roman, en fait, il y a quelques années, quand c'était chez Actes Sud. En fait, c'est un phénomène qui existe vraiment en Afghanistan. Je sais pas si c'est qu'en Afghanistan ou ailleurs, d'ailleurs, j'ai pas creusé le sujet, mais ce sont ces filles qui sont transformées en garçons et élevées comme des garçons jusqu'à leur puberté. Souvent, quand il y a plus d'hommes dans la famille, ou alors qu'ils sont trop jeunes, les garçons, ben, certaines jeunes filles sont élevées comme des garçons. On appelle ça les bâches à poche. Puis elles ont aussi les habits de garçons et tout ça. Sauf que, hop, arrive la puberté, c'est le drame. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours vécu comme ça, libres voilà, comme des garçons, et d'un coup elles doivent être comme des filles en Afghanistan, donc avec toutes les contraintes, les restrictions, l'aspect totalitaire qu'il y a derrière, et donc forcément c'est un drame. Et on a le cas dans ce roman de Farouk, qui a la possibilité de réaliser son rêve, qui est lequel? Qui est de participer aux Jeux Olympiques avec son équipe d'aviron. Mais il ne faut pas qu'il soit découvert, parce que forcément il participe comme un garçon, mais c'est une fille. Il ne faut pas qu'il soit découvert. On le sait, il va l'être, hein, je vous spoil pas, sinon il n'y aurait pas de roman. Et puis tout bascule en fait, après ça, après cette découverte. Voilà, ça. On passe d'un monde libre à un monde complètement différent. C'est ça qui est intéressant dans ce roman-là. Voilà, un monde qui entretient quand même la peur et la soumission. C'est un roman, il a l'air un peu enfantin comme ça, avec les illustrations comme ça. Il était moins avec la couverture chez Actes Sud, plus classique, etc. Mais en fait, il est quand même à lire plus quand on est grands ados, jeunes adultes, parce que le roman n'enlève pas tout ce qui est peur, lapidation, tout ce qui est très très gore, très très dur. Donc c'est à lire vraiment quand on est plus lycée et plus grand. Et voilà, on découvre cette tradition, je mets ça entre guillemets, afghane, qui est assez cruelle, hein, puisque les vies de ces jeunes filles changent du tout au tout.
Donc voilà, alors après, il y a des ficelles un peu faciles, je vous l'avouerai. Mais pour découvrir ce phénomène, cette tradition absolument incroyable, il faut lire ce livre qui est complètement intéressant. Voilà, s'il est découvert, c'est son rêve et sa liberté qui s'évanouissent. Le déshonneur pour les siens, parce que oui, s'il se fait découvrir, c'est tout ça. C'est le déshonneur sur la famille, ça va plus du tout. Et puis en plus, il y a un peu d'amour, des premiers émois qui se mêlent à cette histoire et ça va pas être non plus hyper facile tout ça. L'amour, on le sait, c'est parfois compliqué. Si c'était facile, ce serait pas marrant non plus, donc il y aurait rien à dire dans les romans. Donc il faut que ça soit aussi un peu compliqué. Une bande dessinée, mais qui est aussi un roman et qui est aussi un film absolument génial. Parvana, une enfance en Afghanistan. Là, c'est la couverture de la bande dessinée que je vous propose. Non, du livre de poche que je vous propose, mais c'est aussi édité en bande dessinée. Je ne sais plus chez qui, je suis désolée, mais c'est une bande dessinée qui a beaucoup de succès d'ailleurs dans les CDI. Pourquoi? Parce que elle parle de l'enfance. Ben oui, parce que c'est une jeune fille qui s'appelle Parvana, elle a 11 ans. Et c'est en même temps une histoire d'enfant, d'ado, et une histoire d'une Afghane qui a une histoire compliquée. Elle n'a jamais connu son pays autrement qu'en guerre. Autant il y en a certains qui maintenant peut-être ont 20 ans en Afghanistan qui ont connu plutôt un pays, alors je dis pas que c'était cool, mais en tout cas pas en guerre et qui doivent découvrir des restrictions qu'ils n'avaient pas avant. Autant là, Parvana n'a connu que la guerre. Shaonik, j'espère que tu as bien mangé, du coup. Merci d'être là. Et 5 minutes. Voilà, je déborde, mais oui, mais je déborde, mais comme toujours, et aussi parce que j'ai eu un début assez chaotique. Donc, je tout excusais de déborder un peu sur l'heure. Ouais, Parvana, elle a 11 ans, voilà, jamais connu son pays qu'en guerre, une guerre de cauchemar. On va pas se mentir, en même temps, est-ce que ça serait pas, comment on appelle ça, un pléonasme, je pense que c'est comme ça qu'on dit, une guerre de cauchemar. C'est pas une guerre de rêve funky. Je pense que ça n'existe pas, qui interdit aux hommes de sortir non voilés et sans l'escorte d'un homme, mais père ou mari. Assez grande pour être soumise à ces interdits, Parvana doit pourtant trouver une façon de les contourner. Hello Elado, merci d'être là, c'est trop chouette de voir aussi des nouvelles têtes, des nouveaux pseudos, donc c'est trop chouette. Bonsoir, alors on va dire c'est sur les 5 dernières minutes de mon stream, consacré à la culture, l'actualité culturelle, et là je conseillais certains romans bande dessinée sur le thème de l'Afghanistan, parce que hélas c'est d'actualité, c'est pas très funky, mais voilà, c'est bien d'en parler. Mais merci d'être là, c'est trop chouette. Et là, je vous parle de Parvana. Bref, depuis que les talibans contrôlent le pays, ils ont aussi emprisonné son père et sur elle seule repose la survie de sa famille. Alors, il y a une bande dessinée, il y a un livre de poche, il y a un film d'animation. C'est pas non plus hyper accessible aux plus jeunes parce que ça y va franchement. Ça y va franchement sur ce qui s'est passé pour son père, sur ce qui se passe sur les femmes. Donc, ok, il y a le dessin, l'illustration, la bande dessinée, c'est un peu naïf, mais ça ne l'est pas du tout, donc c'est un peu trash parfois. Et en même temps, il y a ces paradoxes avec Parvana qui est une ado, qui a 11 ans, donc qui est naïf quand même aussi, parce qu'on a, même si on est en guerre, on a ce côté ado qui reste, et c'est ça qui est chouette. Donc franchement, à conseiller aussi. Une BD plus adulte, mais qu'il faut connaître le photographe, et là je peux vous emmener en ligne, pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est une BD qui est vraiment hyper originale. C'est entre la bande dessinée classique avec des illustrations et le reportage photo. Et c'est l'histoire vraie, en fait, je crois que je vous ai mis un petit résumé, là, en fait, je vais vous le montrer. Le voilà, oui, voilà. C'est l'histoire vraie du photographe Didier Lefebvre qui, en 86, donc ça date, mais on était en pleine guerre avec l'Union soviétique en Afghanistan, qui a rejoint une mission de Médecins sans frontières en Afghanistan, alors en guerre contre l'Union soviétique, pour acheminer une aide médicale à travers les montagnes. Et donc c'est son long périple qui est jalonné de rencontres, de dangers qu'il nous raconte, sous forme de photos, mais qui sont intégrées à la bande dessinée comme des romans photos à l'ancienne, mais c'est un peu moins cucu, c'est pas du tout cucu comme les romans photos qu'on pouvait lire, je sais pas, dans les années 70-80. Là on est entre le dessin et le photoreportage, et c'est hyper bien. C'est poignant, c'est humain, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que ça nous donne, ça va au-delà des photos qu'on peut avoir dans la presse à l'époque, parce que souvent les photoreporters, ils reviennent avec des photos et ils en sélectionnent quelques-unes et puis après c'est diffusé. Et Caronix, pardon. Et voilà, vous avez 2-3 photos du truc. Là, du coup, ce sont toutes les photos au quasi qu'il a prises et ça nous offre d'autres points de vue que juste l'article de l'époque sur le sujet. Bref, histoire vraie d'un photoreporter et je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Donc ils sont plusieurs pour le dessin. Il y a bien sûr Guibert qui est assez reconnu dans le monde de la BD. Peut-être que vous connaissez un petit peu. C'est pas donné les bandes dessinées souvent, mais voilà. On peut feuilleter juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Peut-être pas la troisième partie, parce que bon, voilà. Il y a quand même un récit, il y a quand même une histoire. On va pas tout regarder dans le désordre, mais juste pour que vous puissiez vous imprégner l'ambiance de cette BD. Et là, je vais vous la diffuser. Là, voilà. Ah, le compte final des romans et BD comics que j'ai. Ah, ça y est. Moi, j'avoue que je compte plus, il y en a partout. Quand on commence à faire des meubles avec les livres, les romans, les BD, que vous faites des tables de nuit avec, vous faites des trucs, c'est que vous en avez trop. Même si j'essaye d'en donner de plus en plus, mais pour galère, quoi. La fille qui se plaint alors qu'elle a plein de livres, mais quelle chance, quelle chance. Moi, j'adore ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, à la fois bande dessinée, à la fois photoreportage, et c'est pas du tout ça que je montre. Voilà, c'est ça que je dois vous montrer. Et c'est original. Donc là, il raconte ses débuts, quand il arrive, tous les personnages, toutes les personnes qui le prennent sous son aile, qui lui expliquent la vie en Afghanistan. Là, par exemple, la manière dont il a dû se revêtir aussi, puisque c'est pas les mêmes traditions, les mêmes habits. Voilà, il nous explique aussi comment remplir son carton d'affaires aussi. Puisque les expéditions sont un peu compliquées, donc il ne faut pas qu'il y ait de, voilà, que ça déborde, il ne faut pas que ça soit fragile, leurs bagages. Et vraiment, ce sont des photos véridiques, là, de la manière dont ils s'habillent, ses sentiments aussi. Hein. Il est un peu bizuté par les autres membres de l'équipe, voilà. Et c'est vraiment chouette de voir ça, c'est assez original, ça c'est peu vu en bande dessinée, ce mélange-là. Et vous en apprenez forcément beaucoup sur l'Afghanistan, mais de manière assez originale, c'est-à-dire que pas que par la presse avec les articles, c'est vraiment bien. Un dernier aussi. Alors j'ai envie de dire c'est Michael Morpurgo parce qu'il est anglais. 2436 romans BD. Mais t'as compté? Mais comment t'as fait pour... Mais moi, j'aurais abandonné au bout de 100. Hein, ça m'aurait saoulé de compter, quoi. Mais alors là, franchement, bravo. Est-ce que t'as un petit côté maniaque et tout? Genre, je compte tout, je fais des listes, je fais des machins et tout. Hein, pas mon genre de dessin. C'est un dessin très réaliste, c'est vrai. Pas mon genre non plus à la base, mais je trouve que ça se prête bien à la photo, pour le coup. Puisque ce sont deux choses très réalistes. Et ça, voilà, c'est une bonne association. Pourquoi Maniac ça passe pas dans le chat? Je sais pas pourquoi. Ouais, Maniac. Je sais pas, il y avait quand même quelques indices, donc j'ai mon document Excel. Mais non, avec des tableaux croisés dynamiques, des machins comme ça. Excel que je n'ai jamais réussi à maîtriser. Pourtant, quand même, je suis censée maîtriser avec mon boulot, mais je fais encore mes commandes à l'ancienne avec Word et tout, mon tableau et tout. Mes petits calculs à main. J'arrive pas à Excel, il faudrait que j'ai une formation Excel, mais je me sens tellement vieille quand je vous dis ça, mais c'est la réalité, je ne maîtrise pas. J'ai Nice BD, Nice Comics, Nice vraiment Warhammer. Ok. Bah ouais. Mais en même temps, moi j'ai des amis qui sont comme ça et je trouve ça assez impressionnant. Puis je trouve ça passionnant quand ils me racontent la manière dont ils classent, quand ils organisent et tout. Ma fille, elle est un peu comme ça. J'avoue, elle a le côté de son père en fait qui est comme ça. Elle fait des listes, elle a des tonnes de carnets, de listes. Et en fait, elle fait elle a un bullet journal, enfin, on a plusieurs des journaux. Mais bref, mais elle les fait, mais c'est trop beau en plus. Mais des illustrations, des machins, des graphiques, des dessins, mais une œuvre d'art. Une œuvre d'art, des listes qui sont des œuvres d'art. Ma fille, tu es trop douée. Dernier roman à vous conseiller avant de vous laisser pour ce soir. Cet auteur, je l'adore, c'est l'un de mes auteurs préférés. Si vous n'avez jamais lu Soldat Peaceful, par exemple, notamment sur la Première Guerre mondiale, il faut le lire, il est juste magnifique. Il y a aussi cette histoire-là. Là, je vous avouerai que je n'ai pas lu. Je l'ai commandé pour le collège. Je n'ai pas lu, mais forcément c'est bien, parce que c'est Michael Morpurgo. Et c'est l'histoire d'Aman. Aman, c'est un petit garçon, là on le voit sur l'illustration. Il est avec sa mère et ils veulent partir. C'est la seule solution puisque les talibans font régner la terreur. Et rejoindre leur oncle en Angleterre. Mais comment sortir du pays? On l'a vu que c'est compliqué de s'enfuir. Hein. Là, on a eu des images qui sont assez choquantes d'ailleurs dernièrement. Mais c'était les mêmes il y a 20 ans. Hein, c'est les mêmes. Et à leur côté, il y a Ombre, une chienne adoptée par Aman qui devient un fidèle compagnon de route. Ce qui est bien avec Michael Morpurgo, c'est qu'on peut lire ses romans assez tôt, alors peut-être pas 6e, 5e, 4e, 3e et plus, et comprendre alors ce qui se passe maintenant avec ce qui se passait avant, grâce à ce roman qui doit être complètement accessible, ça c'est vrai. Mais l'écriture de Michael Morpurgo, c'est juste un bonheur, donc il faut lire. Ouais, je vais y aller moi aussi d'ailleurs, et à demain Carbonix, et c'est trop sympa de t'avoir revu.
Voilà pour mes conseils culturels du jour. Voilà, demain je vous parlerai de plein de choses. J'ai lu, j'ai relu. Donc je vais pouvoir faire un stream avec du son. Promis, on aura peut-être une autre lumière, puisque je me suis commandé un peu de matériel. Bon marché certes, mais j'espère qu'il va fonctionner pour avoir une meilleure visibilité que ça, avec les reflets et tout. Je suis une apprentie streameuse, mais je vais essayer de passer au niveau cran supérieur. Peut-être pas pro, mais niveau supérieur. D'ailleurs, comme je l'ai dit en début de stream, je vais aussi créer, j'espère le week-end prochain, une chaîne YouTube où on pourra retrouver aussi les streams, quelques chroniques culturelles un peu montées, de façon un peu punchy, à ma manière, c'est-à-dire complètement imparfaite, bricolée, mais c'est fait avec le cœur, comme dirait Cyril Lignac. Voilà, tout ça c'est un projet. J'essaie de m'améliorer, on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci d'avoir été là. Les fidèles, les nouveaux, c'était trop chouette. Merci d'avoir toujours été là, même après l'absence un petit peu longue, après les déboires du début. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau stream à partir de 18h15 pour parler culture, actualité culturelle et plein d'autres choses aussi. Je vous retrouve demain. Merci beaucoup d'avoir été là. À demain. Bye bye. Au revoir à tous. Bonne soirée.